Des dizaines de milliers d'enfants souffrant de malnutrition risquent de mourir dans la région, désormais touchée par la famine, ont mis en garde vendredi les Nations Unies. Pendant ce temps, le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique se prépare à des élections législatives cruciales et d'ores et déjà incomplètes le 21 juin. Dénonçant le blocage de l'aide par des groupes armés, les agences humanitaires de l'ONU ont prévenu la semaine dernière que des millions de personnes ont besoin d'aide alimentaire au Tigré, dont 350 000 habitants se trouvent en situation de famine. Dimanche, le pape François a appelé à prier pour la région. Déclenchée le 4 novembre 2020, l'opération militaire au Tigré a permis de renverser les autorités dissidentes de la région, issues du Parti de libération du peuple du Tigré, qui a détenu les leviers du pouvoir durant presque 30 ans en Éthiopie, avant l'arrivée d'Abiy Ahmed. Mais 7 mois après le début des hostilités marquées par des atrocités, les combats se poursuivent. La situation humanitaire alarme la communauté internationale et les troupes érythréennes venues prêter main forte à Addis Abeba sont toujours sur le terrain. Dès lors, l'élection a été reportée sine die dans l'ensemble du Tigré, qui représente 38 des 447 circonscriptions du pays. Le Premier ministre Abiy Ahmed a fait de ce scrutin, dont il est favori, une priorité. Désigné à son poste en 2018 par la coalition au pouvoir, le prix Nobel de la paix 2019 entend obtenir l'onction populaire qui lui fait défaut. Lundi, quelques 37 millions d'électeurs seront appelés à élire leurs députés, lesquels désireront le Premier ministre. De manière générale, la politique au Kurdistan est le domaine des hommes. Ils ont la haute main, l'influence, l'argent, et ils croient plus en leur capacité que les femmes en politique. Ils se voient comme les seuls acteurs de la scène politique, comme les seuls pouvant supporter la pression et la masse de travail administratif et politique. Ceci est particulièrement vrai au sein des partis kurdes qui ne croient pas que les femmes sont capables de s'en sortir dans ce domaine. J'ai eu le sentiment que mon parti ne me prêtait pas main forte pour occuper mon poste. C'est la même chose avec les médias du parti. Quand je suis attaquée, ils ne me soutiennent pas. Il y a même certains membres de mon parti qui m'ont attaquée. Ils ne m'ont jamais apporté des conseils ou de l'aide dans mon travail au sein du Parlement au Kurdistan. En ne comptant que sur moi-même, j'ai gagné en force et en capacité. Je suis devenue une personne forte et unique. Pour ça, je les remercie. Car ils m'ont laissée seule, mais cela m'a rendue beaucoup plus forte et en contrôle aujourd'hui qu'il y a 1 an et demi. C'est une femme forte et compétente. Elle a confiance en elle et c'est une vraie dirigeante et femme politique. Elle a du charisme pour résoudre les problèmes et les crises. Je la compare à Benazir Bhutto, l'ancienne première ministre pakistanaise. Au Kurdistan, la politique est intimement liée au monde des hommes, mais elle a changé cette perception et elle donne de l'espoir à toutes les femmes du Kurdistan. Cette élection s'annonce des plus cruciales pour le Premier ministre. Le parti de la prospérité de Abiy fait figure de grand favori pour remporter le scrutin. Lui qui dispose d'une assise nationale inégalée chez les autres formations politiques, généralement d'échelle régionale. La campagne électorale a été marquée par une forme d'empathie assez sensible à Addis Abeba. À Hawassa, dans le sud du pays, un journaliste de l'AFP a constaté ce week-end l'absence quasi totale d'affiches de l'opposition pour contrebalancer celle omniprésente du parti du Premier ministre. Le parti d'opposition éthiopien Balderas pour la vraie démocratie a tenu une de ses campagnes dans la capitale Addis Abeba avant les élections générales du 21 juin. Le parti est mené par Eskinder Nega, ancien journaliste devenu figure d'opposition, qui est actuellement derrière les barreaux depuis juillet dernier. Les récentes conférences de presse de la commission électorale faisant état de bureaux de vote clandestins, de difficultés dans l'impression des bulletins de vote et de la nécessité d'engager 100 000 assesseurs en 2 semaines sont venus conforter le sentiment que le scrutin serait au mieux imparfait, de l'aveu même d'un diplomate. Les États-Unis se sont dit très préoccupés par l'atmosphère dans laquelle vont se tenir les prochaines élections. Les arrestations d'opposants, le harcèlement de médias indépendants,
les activités partisanes des autorités locales et régionales et les nombreux conflits interethniques et intercommunautaires à travers l'Éthiopie sont autant d'obstacles à un processus électoral libre et juste et la possibilité que les Éthiopiens le jugent crédible, a déclaré vendredi le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price. L'Union européenne a, elle, renoncé à envoyer une mission d'observation. La Cour semble avoir considéré que Nabil Karawi, 57 ans, chef du parti Quad Tunis, membre de la coalition gouvernementale, avait passé plus de temps en détention provisoire que le maximum autorisé par la loi, selon son avocat Nazi Soui. Maître Soui a précisé à l'agence France Presse que Nabil Karawi n'avait pas encore quitté la prison. Ce dernier s'était mis le 5 juillet en grève de la faim pour protester contre son maintien en détention provisoire après l'expiration le 5 mai de la durée maximale légale, qui est de 6 mois en Tunisie. Fondateur de la principale chaîne privée tunisienne, Nesma TV, qui appartient en partie à Silvio Berlusconi, Nabil Karawi est poursuivi depuis 2017 dans le cadre d'une affaire de blanchiment d'argent et fraude fiscale. Arrêté en 2019, il avait alors passé plus d'1 mois en prison en pleine campagne électorale, ce qui avait laissé craindre une instrumentalisation de la justice. Libéré, il a de nouveau été arrêté en décembre dernier et se trouve depuis en détention préventive pour la même affaire. Nabil Karawi, dont le programme pour la présidentielle était axé sur l'anti-islamisme et la lutte contre la pauvreté, avait été largement battu par Kais Saïed, universitaire néophyte en politique, sur fond de rejet des élites au pouvoir depuis la révolution de 2011. À Addis Abeba, l'opposition a tenu plusieurs rassemblements de taille modeste, promenant à travers les rues embouteillées de la capitale des convois équipés d'enceintes, crachant des hymnes de campagne. Sur la place Meskel, carrefour emblématique de la capitale, Ezema, un parti d'opposition, a réuni une centaine de militants, appelant à un futur pacifique sous le regard distant de policiers. Les électeurs voteront lundi sur la voie que suivra l'Éthiopie. J'espère que ce sera un processus pacifique. De nombreuses régions du pays iront voter lors des élections et tout ce que nous voulons, c'est la justice et l'unité, rien d'autre. Nous voulons une Éthiopie unifiée. Nous allons gagner ces élections. Le gouvernement doit accepter la volonté du peuple. Initialement prévu en août 2020 puis reporté à 2 reprises en raison de la pandémie de coronavirus, puis de retard d'organisation, les élections du 21 juin prochain vont pourtant se tenir dans un contexte de violence rare et pour cause, la région du Tigré est en proie à la famine après 7 mois de guerre et les conflits communautaires gangrènent le pays. Ce scrutin, présenté comme national, ne pourra se tenir dans près d'un 5e des 547 circonscriptions du pays. Dans 64 d'entre elles, le scrutin a été reporté au 6 septembre pour des raisons sécuritaires et ou logistiques, et dans les 38 du Tigré, où le Premier ministre Abiy Ahmed a envoyé des troupes fédérales en novembre pour destituer les autorités régionales dissidentes, il a été reporté sine die. Est-ce que vous êtes satisfait? Nous sommes très satisfaits. Nous sommes très satisfaits. Nous sommes dans une position qui nous permet d'effectuer beaucoup de mouvements, de travailler dans plein de différentes directions. Le bon Dieu, le peuple algérien et les électeurs nous ont mis dans une position extrêmement confortable qui nous permet d'être au service du pays. Mais nous permet aussi d'assurer le développement et l'agrandissement de notre mouvement sans aucun problème. Nous travaillerons sans relâche là où nous serons pour combattre la corruption et éliminer les restes du gang. Je vous le dis, ce qui est arrivé comme dépassement est la preuve des restes de la mafia. Concernant une supposée proposition du gouvernement, il faudrait un dialogue stratégique pour construire le pays.
Nous étudierons cette proposition, nous évaluerons le sérieux et le réalisme de cette dernière. Ensuite, nous la soumettrons au Conseil constitutif et c'est lui qui décidera. Sa décision prise à la majorité de 7 juges sur 9 représente un camouflet a posteriori pour l'ancien président Donald Trump qui a essayé par tous les moyens de supprimer la loi emblématique de son prédécesseur. Leur décision, la troisième consacrée à cette loi, est fondée sur un argument de procédure. Selon eux, le Texas et les autres États républicains qui ont introduit le recours n'étaient pas fondés à le faire. Le nouveau président démocrate Joe Biden avait jugé cruelle cette ultime tentative des républicains d'annuler une loi qui s'est avérée particulièrement utile pendant la pandémie de COVID-19. Dans sa forme originelle, l'Obamacare obligeait tous les Américains, même ceux en bonne santé, à souscrire une assurance sous peine de pénalités financières et contraignait les compagnies à assurer tous les clients potentiels, quel que soit leur état de santé. Cette réforme a permis d'offrir une couverture maladie à 31 millions d'Américains qui n'en avaient pas jusque-là, mais les républicains ont toujours considéré l'obligation d'assurance comme un abus du pouvoir du gouvernement. Leur premier recours visait donc ce mandat individuel. La Cour suprême l'avait validé en 2012 en estimant que les pénalités financières pouvaient être considérées comme des impôts et justifiaient l'intervention de l'État. À son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump avait tenté d'abroger la loi au Congrès, mais avait essuyé un cuisant revers. Les élus républicains étaient toutefois parvenus à l'amender en 2017 et avaient réduit à 0 les amendes pour défaut d'assurance. Plusieurs États républicains avaient alors introduit de nouveaux recours en justice, plaidant que la loi ne tenait plus. En décembre 2018, un juge fédéral du Texas leur avait donné raison. La clé de voûte de l'édifice étant tombée, toute la loi est inconstitutionnelle, avait-il décidé. C'est cette décision que la Cour suprême a invalidée jeudi.